Bonjour et bienvenue sur Comics Code pour le 84e épisode d'une semaine en comics. Un épisode dans lequel on va donc parler des principales sorties de cette semaine. Et ça a été une grosse semaine côté sortie avec un bon paquet de nouveautés chez pas mal d'éditeurs différents. Et en même temps, c'était une toute petite semaine en ce qui me concerne, puisque je me suis limité à un seul achat, le tome 2 de Geiger, de Geoff Johns et Gary Frank. Et ça veut dire que, non, pas de Redcoat pour moi. L'autre sortie estampillée vient de Name de la semaine. J'ai déjà dit pourquoi dans ma vidéo des sorties de février. Urban a décidé d'accompagner les 7 premiers numéros de la série avec un one-shot qui fait, lui, une bonne centaine de pages. The Blizzard, écrit par Geoff Johns et dessiné par Andrea Mutti. Et c'est une histoire que j'ai trouvée sans grand intérêt. C'est du fantastique horrifique, franchement pas original, et même si Andrea Mutti rend quand même bien les décors de neige désertique dans lesquels l'action se situe, mais voilà, ça reste une histoire très anecdotique. Après, ça a effectivement un lien avec Redcoat, même si on ne découvre que à la toute fin, et que concrètement, je vois pas bien l'impact que cette histoire peut avoir sur le personnage. Alors j'imagine que chez Urban, on a beaucoup plus apprécié cette histoire que moi, mais ils ont quand même dû se dire que la vendre tout seul en album, ça risquait d'être compliqué. Et donc, ils ont l'air de compter sur la renommée de Brian Hitch, qui dessine, lui, le reste de l'album, pour que le bouquin se vende, même à 31€. Et il me semble que c'est quand même un pari risqué, surtout pour un premier tome d'une nouvelle série. Et perso, j'ai très vite fait mon choix. Ce sera le trade paperback américain qui sort mi-mars, avec les 7 premiers numéros de Redcoat et rien d'autre. Et surtout, qui sera vendu à 15$. Mais donc, du coup, promis, on en reparlera quand je l'aurai reçu. En attendant donc Geiger, le tome 2, écrit par Geoff Johns et dessiné par Gary Frank, avec au sommaire, on a les 6 premiers numéros de la série régulière, et avant ça, on a les 2 numéros de la mini Ground Zero, plus un extrait du one-shot Ghost Machine, qui sert de prologue à la série régulière Geiger, et aussi à Redcoat. Je vais vous montrer ça tout de suite d'ailleurs. Et alors, vous allez me dire pourquoi l'avoir mis ici plutôt que dans Redcoat. Ça paraît effectivement, ça paraîtrait plus logique, mais sauf que l'histoire de Geiger et l'histoire de Redcoat, ici, elles sont toutes les deux liées. Et c'est à peu près impossible de publier une partie dans Geiger et l'autre dans Redcoat. Mais commençons quand même par le commencement, à savoir la mini Ground Zero, qui revient sur le passé du personnage de Geiger, à la fois avant l'apocalypse nucléaire et après. Alors avant, en fait, on le retrouve avec femme et enfant, mais déjà malade, et il y a quelques scènes qui renvoient à des événements qu'on a déjà vus dans le premier tome, mais qui du coup, qui vont ici leur donner soit un éclairage différent, soit davantage de contexte. Ensuite, on va suivre sa rencontre, la rencontre de Geiger avec un homme, Andrei Molotov, qui est un scientifique russe qui se trouvait aux États-Unis au moment de l'explosion des bombes, qui est d'ailleurs peut-être pas tout à fait étranger à ces explosions, mais qui va aider Geiger à contrôler son pouvoir. Ça donne une histoire en 2 épisodes qui est assez brève, mais qui je trouve est assez efficace, qui donne davantage d'épaisseur au personnage de Geiger, mais sans trop insister sur le cadre dans lequel se déroule son histoire.
parce que, en ce qui me concerne, à la lecture du premier tome, j'avais pas accroché, et principalement à cause de cet univers post-apocalyptique que Geoff Jones met en scène, et qui est quand même un ramassis de tous les stéréotypes les plus éculés qu'on puisse trouver dans ce genre d'univers. C'est digne des films post-apocalyptiques italiens des années 80, c'est vraiment de ce niveau, et vraiment, à la première lecture, j'avais fait un rejet. Et puis, j'ai fini par y revenir, et à la relecture, finalement, c'est quand même beaucoup mieux passé. Alors, ça reste des clichés de bout en bout, mais il me semble que c'est totalement assumé de la part de Geoff Jones, et qu'en fait, il s'amuse beaucoup avec tout ça. Et dans les premiers épisodes, on va arriver à la série régulière. Dans ces premiers épisodes, il y a quand même 2 éléments en particulier qui sont vraiment totalement dans ce registre. Il y a d'abord en fait le personnage qui est à la poursuite de Geiger. Celui-là, je vais pas vous le montrer parce qu'on le voit assez tardivement dans le cours du récit, donc je préfère vous laisser le découvrir. Mais ce personnage quand même, dans le genre zinzin, c'est vrai qu'il est assez balèze. Et puis, il y a les organistes. Et au passage, je trouve que c'est une très belle trouvaille niveau traduction, qu'on doit, j'imagine, à Edmond Touriol, puisque c'est lui le traducteur de la série. Les organistes, donc, alors là, je peux en dire 2 mots. Déjà parce que on les a déjà vus dans le premier tome, et puis, en fait, leur présence ici, elle n'est pas du tout au centre de l'intrigue. Ils sont en gros juste là pour apporter un peu d'action bien sanglante. Et du coup, voilà. Et les organistes, c'est donc c'est ces mutants totalement dégénérés qui ont été rendus difformes par les radiations et qui sont de véritables tumeurs sur pattes. Et donc en fait, pour survivre, ils doivent capturer des gens sains pour leur prélever leurs organes et se les faire greffer à la place de leurs propres organes malades. Sauf que c'est vraiment le genre de truc qui tient pas debout, mais pas une seule seconde, quoi. Alors déjà, les types sont quand même tellement dégénérés qu'ils sont incapables d'aligner 3 mots pour faire une phrase. Donc de là à imaginer qu'ils soient capables de faire des greffes d'organes, jamais tu peux prendre l'idée au sérieux. Sans parler en plus de toutes les contraintes logistiques que ça nécessiterait, ou du fait que dans ce monde post-apocalyptique, les donneurs sains, ça doit quand même pas courir les rues, alors que les organistes, il en sort de partout. Donc oui, c'est n'importe quoi, mais c'est totalement fun et c'est totalement assumé. Mais de fait, ça crée aussi une sorte de décalage permanent entre Geiger et son entourage, qui est assez étrange. Geiger, c'est un personnage absolument tragique, ne serait-ce que si on considère le sort de sa femme et de ses enfants qu'on a découvert dans le premier tome. Et donc Geiger, c'est ce personnage sombre, taiseux, et qui semble seulement trouver un peu de réconfort auprès de son loup mutant à 2 têtes, et aussi dans la lecture. Et ce personnage de tragédie, il évolue dans un monde qui relève plutôt, lui, de l'humour noir, où tous les dangers qu'il affronte sont poussés jusqu'à l'absurde, et au-delà même de l'absurde. Et Geoff Jones, en fait, il a l'air de vouloir nous rappeler en permanence que oui, l'histoire qu'il raconte est horrible, elle est tragique, mais faut pas non plus prendre tout ça au sérieux, et on est là avant tout quand même pour s'amuser. Et c'est une impression qui est renforcée dans ces premiers épisodes de la série régulière, avec l'arrivée du personnage de Nate, qu'on voit ici, qui est un ancien chevalier nucléaire, qui suit Geiger partout, et qui est carrément son opposé. Lui, il parle tout le temps, souvent pour rien dire en plus, parce que
clairement c'est pas le plus réussi de la couvée. Il fait à peu près tout ce qu'il faut pas faire si on veut espérer survivre dans un monde tel que celui dans lequel ils évoluent. Bref, il est absolument insupportable, et en même temps, il est essentiel pour faire le contrepoids de Geiger, et pour contrebalancer le tragique de sa condition. Et donc, Geiger, c'est ça, on navigue en permanence entre la comédie et le tragique, et en fait, même les deux sont liés en permanence. Et finalement, une fois qu'on s'est fait à l'idée, je trouve que ça fonctionne très bien comme ça. Du point de vue de l'intrigue, alors, sans en dire grand-chose, on a une histoire qui va se développer et être résolue en 5 épisodes. Et puis, on a un 6e épisode qui, lui, est assez différent, qui est essentiellement consacré à Barney, le loup à 2 têtes de Geiger, qui, là encore, met en scène une idée assez absurde. Mais du coup, ça donne à ce récit un côté la planète des singes des origines, qui je trouve fonctionne assez bien. Et puis, pour ce qui est des planches de Gary Frank, là j'ai pas grand chose à en dire, vous pouvez voir ça par vous-même. Ils doivent toujours dans ce style à la fois très réaliste et en même temps qui est ultra dynamique, et je trouve que c'est quand même toujours une merveille pour les yeux. Geiger, tome 2, est donc sorti chez Urban Comics, 224 pages, format 17 par 26 cm. La traduction, elle est signée Edmond Touriol, et il est au prix de 22€. Pour les autres sorties urbaines de la semaine, je passe sur le tome 1 de Redcoat, dont j'ai déjà parlé. Geoff Johns toujours, avec le 3e et dernier tome de Dawn of Justice Society of America, avec les derniers numéros de la JSA qui sont dessinés en partie par Michael Ranin. Plus, on a les mini-séries Alan Scott, Green Lantern, et Wesley Dodds, The Sandman. Et pour savoir ce que j'en pense, je vous renvoie à ma vidéo des sorties urbaines de février, où j'en ai parlé assez longuement. Et puis, on a eu cette semaine aussi le 7e et dernier tome de Nightwing de Tom Taylor et Bruno Redondo. Et là aussi, j'en ai parlé assez longuement dans la vidéo des sorties de février. Et je vous invite à aller la voir ou la revoir. Chez Panini Comics, on a pas mal de sorties, avec notamment les 3 Captain America qui auraient dû sortir la semaine dernière et qui sont finalement sortis que cette semaine. Et on a donc l'intégrale Captain America 1942 volume 2, et qui donc correspond en VO au 5e volume des Marvel Masterworks Golden Age Captain America, avec au sommaire les numéros 17 à 20 de Captain America Comics. Alors ça reprend l'intégralité du sommaire de ces numéros, donc y compris les histoires qui mettent pas en scène Captain America, comme par exemple dans le numéro 17 on a une histoire de où est-il un personnage qui s'appelle The Fighting Yank, et avec alors vraiment dans cette histoire une description qui est absolument pas du tout raciste des Asiatiques. Oui, mais voilà, c'était la guerre, ma pauvre dame. Et puis voilà, on devrait aussi logiquement retrouver dans la VF le matériel hors comics. Où est-ce qu'il se planque celui-là ? Évidemment, je tourne pas du bon côté. Qu'est-ce que j'en ai ? C'était juste avant, voilà. Et notamment, voilà, donc on devrait logiquement retrouver les nouvelles qu'on trouvait dans chaque numéro. Est-ce que Panini a pris la peine de les faire traduire, comme j'ai pas feuilleté ces intégrales, mais que je sais d'expérience que Panini traduit pas systématiquement ce genre de pages, je pose la question, et si quelqu'un a la réponse, qu'il n'hésite pas à la donner dans les commentaires. Pour le reste, il s'agit quand même d'histoires qui sont vieilles de plus de 80 ans. Graphiquement, ça peut piquer les yeux si on compare évidemment aux critères modernes. La majeure partie des histoires, elle est dessinée par Al Davison,
Parce que, ouais, en 1942, Jack Kirby et Joe Simon sont déjà plus aux commandes de la série qu'ils ont quand même créée. Et puis, côté scénario, on ignore la plupart du temps qui a écrit ces histoires. À part, il y en a une poignée d'entre elles dans ce volume qui sont attribuées à Stan Lee. Mais en fait, la chose la plus étonnante, je trouve, dans ces épisodes de Captain America, c'est qu'il s'agit quand même le plus souvent d'histoires d'horreur plutôt que de récits de guerre. Et alors, en fait, l'armée, elle fournit le cadre dans lequel les histoires vont se dérouler, mais Captain America et Bucky sont quand même beaucoup plus souvent occupés à se battre contre des monstres que contre les nazis ou contre les japonais. Voilà, c'est vraiment une curiosité. Si on s'intéresse à l'histoire des comics, je pense que c'est pas une lecture à négliger. Et dans tous les cas, moi je trouve vraiment très bien que Panini propose ces intégrales. Et vu qu'on est quand même à la 5e, il faut croire qu'elles ont trouvé leur public. Et c'est tant mieux. Sortie également d'une autre intégrale Captain America, celle-ci consacrée aux années 1981-1982, avec les épisodes 261 à 269, plus l'annual numéro 5, plus Defenders numéro 106, dans lequel en fait se poursuivait une histoire commencée dans Captain America 268. C'est des épisodes qui étaient restés longtemps inédits en France. Aredi avait arrêté de publier Captain America avant qu'on arrive à ces numéros. Et puis, en fait, Panini avait publié les numéros 261 à 266 en kiosque dans un Marvel Classics en 2016. Et du coup, les seuls épisodes réellement inédits dans ce volume, ça doit être le 267 et le 269, plus l'annual qui, je crois, a jamais été traduit non plus. Alors, ceci dit, c'est pas une période très intéressante. C'est J.M. de Mathéis au scénario, et c'est Mike Zeck au dessin, qui fournit plutôt une bonne prestation, à condition que son travail soit pas salopé à l'ancrage, comme c'est quand même un peu le cas dans les premiers épisodes. Côté scénario, c'est quand même globalement pas terrible, avec juste quelques petits bouts de bonnes idées par-ci par-là, mais qui sont jamais vraiment développés de manière intéressante. On a d'abord en fait une histoire en 3 parties, alors qui démarre de manière un peu intrigante avec un nouveau personnage qui apparaît sous le costume de Nomad. Nomad, c'était l'identité qu'avait adoptée Steve Rogers quand il avait renoncé à un moment à être Captain America. Dans la foulée, on a le retour de l'Ameri-Droid. En gros, c'est Captain America en version Android géant. Et tout ça, au final, ça annonce le énième retour d'un des principaux adversaires de Captain America. Je vous montre pas la 3e partie pour pas spoiler. On a ensuite un épisode un peu bizarroïde, qui décrit en fait un monde parallèle où en fait de Mathéis nous ressort un vilain de 3e zone qu'il avait créé dans les pages de Spider-Woman. Après ça, on a une histoire en 2 parties qui réunit Captain America, Spider-Man et Nick Fury face à un vilain baptisé le Sultan, et le Sultan qui a l'air très décidé à balancer un missile nucléaire sur Washington, et Cap et ses collègues ils sont pas trop pour en fait, et donc ils vont l'en empêcher. On a ensuite encore un nouveau personnage, Everyman, et là c'est un personnage qui a failli être intéressant. C'est quelqu'un en fait qui est issu d'un milieu modeste, qui a vu son père se tuer littéralement à la tâche pour subvenir aux besoins de sa famille,
et qui rejette en bloc tout le discours autour de l'American Way of Life, et qui va s'attaquer à Captain America pour tout ce qui représente, tout ce qui symbolise. Sauf que malheureusement, Everyman, au final, ça s'avère être juste un psychopathe de plus qui est prêt à tuer quiconque se trouve sur son chemin. Et évidemment, ça va saper tout ce que son discours politique pouvait avoir d'intéressant. On a ensuite la première partie du crossover avec les Defenders, qui est pas très intéressant non plus, mais avec quand même un petit truc rigolo dedans, c'est même mentionné en couverture. C'est la critique du premier Indiana Jones par Steve Rogers. Steve va voir le film avec sa copine de l'époque, Bernie Rosenthal, et en sortant de la salle, il explique à Bernie que le film lui a pas spécialement plu, et surtout qu'il trouve le personnage d'Indiana Jones amoral, et que il lui manque cette noblesse qu'avaient les héros de son époque. Et alors sur CBR.com, Brian Cronin avait consacré un de ses Comic Book Legends Revealed à cette séquence, et il avait demandé à De Matteis de lui en parler, et De Matteis lui avait expliqué avoir lu à l'époque une critique du film qui reprenait en gros cet argumentaire, et en y réfléchissant, il s'était dit que finalement c'était tout à fait le point de vue que pour avoir Steve Rogers sur ce film, et ça a donc donné cette petite scène. Est-ce que c'est très intéressant ? Pas vraiment, mais en même temps, c'est quand même l'élément le plus intéressant de cette histoire. Et à propos de pas intéressant, on a le numéro 269, dans lequel Captain America fait équipe avec Team America. Si vous connaissez pas Team America, déjà vous ratez pas grand chose. Disons que il s'agit d'une équipe de cascadeurs à moto qui combat le crime quand ils organisent pas des spectacles. Et en fait ils ont le pouvoir ensemble de créer une entité qui s'appelle le Maraudeur, et qui a des capacités encore plus développées que chaque membre de l'équipe pris séparément. Mais alors du coup, à quoi il sert cet épisode ? En fait, il sert juste à faire de la pub pour la série Team America, qui allait démarrer le mois suivant, et qui a duré 12 numéros. Voilà. Et donc, pour finir, on a l'annual numéro 5, alors qui lui est pas écrit par J.M. de Matteis, mais par David Michelinie, et qui est dessiné par Gene Colan. Alors très honnêtement, celui-ci, ça fait longtemps que je l'ai lu, et je me souviens plus du tout de quoi ça parle. Mais au moins les planches de Colan sont assez chouettes. Et puis le dernier Captain America de la semaine, c'est le 3e volume des Omnibus Captain America par Ed Brubaker, avec la fin de la série de 2005, et avec la mini Captain America Reborn, dessinée par Brian Hitch, et en fait qui fait le lien avec la suite, mais qui vient surtout conclure toute la première partie du travail de Brubaker sur le personnage. Et l'impression que j'en garde de l'époque, c'est quand même, il y a un côté, tu t'es bien amusé, mais maintenant t'es gentil, tu ranges tes jouets, et on remet tout comme c'était. Alors c'est peut-être un poil exagéré, mais il y a quand même de ça. Alors, passer ces épisodes, et en particulier la mini Reborn, j'ai quand même eu beaucoup de mal à poursuivre la série, et je crois que j'ai quand même dû laisser tomber assez vite à l'époque. Alors,
clairement, de mon point de vue, ça invalide pas tout ce que la première partie du travail de Brubaker sur la série a d'intéressant, mais disons que ces épisodes nous rappellent quand même un peu trop comment fonctionne une boîte comme Marvel. Tu peux jouer avec les personnages et tu peux même les triturer dans tous les sens. Par contre, tu feras quand même bien gaffe à rien casser. Et Reborn, voilà, c'est quand même un peu beaucoup ça. L'autre omnibus de la semaine, parce que du coup Panini sort 2 omnibus la même semaine, parce que ils savent bien que vous êtes tous pétés de thunes, tous autant que vous êtes. L'autre omnibus de la semaine, donc, c'est le premier volume du Punisher de Garth Ennis. Alors celui-ci, je vais passer assez vite, parce que c'est des épisodes qui ont été réédités un nombre incalculable de fois depuis 20 ans. On a donc le one-shot Punisher Kills de Marvel Universe, dessiné par Doug Braithwaite, la maxi-série de 2001, ici présente, et puis la quasi-totalité de la série régulière qui a suivi en Marvel Knights. Je dis quasi-totalité parce qu'il n'y a pas les épisodes 8 à 12, qui eux n'ont pas été écrits par Garth Ennis. Et en fait, de cette période, je crois que mes épisodes préférés, ça reste quand même la maxi-série, qui est quand même un joyeux jeu de massacre avec quelques icônes de l'univers Marvel, et puis aussi qui joue avec un casting que j'aime vraiment bien, qui est vraiment attachant. Alors, la suite est très bien aussi, mais dans la série régulière, on sent que Ennis, il est pris entre l'envie de refaire le même genre de choses que dans la maxi, et puis l'envie d'aller vers quelque chose de plus sombre. Et ce quelque chose de plus sombre, ce sera la version Marvel Max, où là, il va carrément aller dans le noir, très très noir. Mais bref, enfin voilà, ça reste quand même du très bon boulot, et j'aurais quand même tendance de toute façon à conseiller de lire tous les Punishers de Garth Ennis. On revient 2 minutes aux intégrales avec la deuxième intégrale Howard the Duck et la période 1977-1979, avec donc au sommaire la seconde moitié de sa série, soit les numéros 15 à 31, plus l'annual numéro 1. Et le sommaire correspond grosso modo au deuxième tome de la Complete Collection US. C'est essentiellement Steve Gerber au scénario, au moins jusqu'au numéro 27. Ensuite, il se fait lourder et c'est Bill Mantlo qui va signer les derniers numéros de la série. Et puis au dessin, c'est Gene Colan sur la plupart des épisodes. Gene Colan qui est vraiment très inspiré par cette série, je trouve. Et en plus, il est souvent très bien servi à l'ancrage, et en particulier par Klaus Janson, sur ses planches notamment, et aussi par Tom Palmer. Alors, côté scénario, ça reste cette série assez zinzin et quand même totalement atypique parmi la production Marvel des années 70. C'est assez en prise sur son époque. On a par exemple plus loin une espèce de parodie de Star Wars. On a de l'humour un peu absurde qui tourne en dérision la société américaine des années 70. C'est vraiment un titre particulier, mais là aussi je trouve que ça mérite qu'on s'y intéresse. Alors je sais pas ce que vaut la VF, en particulier je sais pas à qui Panini a confié la traduction. J'espère qu'ils l'ont filé à quelqu'un qui a le niveau, parce que ça me semble quand même assez loin d'être évident à traduire. Et Gerber utilise notamment un argot de l'époque assez particulier, et à mon avis ça doit pas être simple de rendre ça en français. Si vous avez lu le premier volume, ou si vous avez déjà lu celui-ci, j'aimerais bien avoir votre retour sur cette VF en particulier, dans les commentaires comme d'habitude. Et puis, quant à savoir si ce sera le dernier tome ou pas,
J'en ai aucune idée. J'imagine que oui, si Panini s'est basé sur les Marvel Masterworks, en tout cas, c'est le même découpage, et aux États-Unis, il n'y a eu que 2 volumes. Mais il reste encore des choses inédites à publier. Et en particulier, il y a le magazine Howard the Duck en noir et blanc. On a le premier numéro dans ce volume des Complete Howard the Duck. La suite, elle a été rééditée dans les 2 volumes suivants. Alors comme ces rééditions datent de 2016, j'imagine que le matériel est disponible, mais en même temps, j'ai regardé vite fait sur Marvel Unlimited et j'ai vu que le premier numéro qui était dispo. Donc en fait voilà, j'en sais rien. Pour en finir avec les nouveautés Panini de la semaine, je signale la sortie des nouveaux titres Star Wars, avec le tome 3 de Bounty Hunters and Inquisitors, et puis en Epic Collection, le tome 4 de La Guerre des Clones. En revanche, le tome 9 de Dark Vador, qui devait sortir cette semaine, lui, il a été repoussé à la semaine prochaine. Très vite, on va faire le tour des autres sorties de la semaine. Aux éditions Réflexion, on a le 4e tome de Cyberforce. Alors, pour ce que j'en sais, j'ai pas vu les VF de chez Réflexion, mais le précédent tome, normalement, il allait jusqu'au numéro 7 de la série régulière. Donc, logiquement, celui-ci, il devrait démarrer avec l'épisode dessiné par Todd McFarlane. C'était, si vous avez connu ça, c'était dans le cadre du mois où tous les créateurs d'Image, ils ont échangé leur propre série avec celle d'un autre. Du coup, McFarlane dessinait donc Cyberforce, pendant que Marc Silvestri, lui, il dessinait Spawn numéro 25. Ensuite, on devrait avoir les épisodes écrits par Chris Claremont, soit les épisodes 9 à 11. Alors sur ces épisodes, c'est encore Marc Silvestri au dessin, mais il est assisté par Michael Turner et David Finch. Et puis, on devrait aussi avoir le numéro 12, vu que c'est la couverture de ce volume en VF. Est-ce qu'il y a davantage d'épisodes ? Je ne sais pas, mais du coup, si vous avez le sommaire exact de ce tome 4, là aussi, n'hésitez pas à le partager dans les commentaires, ce serait assez cool. Chez Vestron, j'ai compté 4 nouvelles sorties cette semaine. Le tome 2 des Tortues Ninja Saturday Morning Adventures. On a aussi Mighty Morphin Power Rangers Lost Chronicles et Power Rangers Universe. Et puis, on a ce Robocop mort ou vif en VF de Frank Miller, entre guillemets. Alors en vrai, c'est l'adaptation par Steven Grant et Korkut Ostekin du scénario que Frank Miller avait écrit pour le 3e film Robocop. Et franchement, c'est pas bon. C'est pas bon, l'adaptation de Steven Grant, elle est brouillonne au possible. Et on peut grosso modo dire la même chose des dessins d'Ostekin. Alors à l'origine, c'est quelque chose que Vestron avait publié en 2 tomes en 2014-2015, donc ça fait maintenant un peu plus de 10 ans. Il l'avait réédité ensuite en un seul volume, ça devait être 2 ans plus tard. Et c'est donc une nouvelle édition qui est sortie cette semaine. Chez Delcourt est sorti le tome 5 de Kingspawn par Todd McFarlane et Ravi Fernandez. Chez Comics Initiative est sorti le tome 2 de Ménage à 3 de Gisèle Lagacé et David Lumsden.
Et pour finir, je signale 2 titres qui sont sortis la semaine dernière et que j'avais oublié de mentionner, je les ai vus qu'en début de semaine. C'est chez Huggin et Munin, c'est le tome 3 de Dune, Maison Harkonnen, ainsi que le récit complet, Les eaux du Canly. Voilà, c'est tout pour cette semaine, rendez-vous très vite pour la suite. D'ici là, vous pouvez vous abonner à cette chaîne, laisser un commentaire, partager cette vidéo sur les réseaux sociaux, vous pouvez aussi retrouver les lectures de Quack Kent et de Bad Quack sur Instagram, et avoir ainsi un aperçu du thème des prochaines vidéos. Et vous pouvez surtout lire des comics. Soyez sages et à bientôt.